Please sit down. Veuillez vous asseoir. Nous reprenons l'audience. Je demande aux gardes de sécurité d'amener l'accusé à la barre. Je demande à l'accusé de se lever. Nous avons reçu aujourd'hui une lettre des avocats de la défense signée par Maître Karsavut et Maître Roux. C'est une correspondance adressée à la Chambre dans laquelle les avocats demandent à ce que Maître Marie-Paul Canizares puisse remplacer Maître Roux lorsque celui-ci n'est pas disponible. Êtes-vous d'accord? Demande le président à l'accusé. L'accusé. Oui, je suis d'accord, Monsieur le Président. Le Président, veuillez vous asseoir. Conformément à la règle 27 du règlement intérieur, j'invite maintenant la défense, l'avocat de la défense cambodgien, à demander l'accréditation de l'avocat étranger, en l'occurrence Maître Canizares, qui n'est pas encore connu de la Chambre. Maître Karsavut. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, je suis le co-avocat cambodgien de Duc et je vous demande de bien vouloir accréditer Madame Marie-Paul Canizares, avocate au barreau de Montpellier en France. Elle a déjà prêté serment auprès du barreau cambodgien devant le président de la Cour d'appel de Phnom Penh le 6 avril 2009. ប្រធានក៏ដូចជាលោកចក្រមជាតិនិងចក្រមអន្តរជាតិមេត្តាទទួលស្គាល់លោកស្រី Marie-Paul Canizares ជាសហមេធាវីការពារឲ្យឈ្មោះកាំងកិច្ចអ៊ីវហើយដូចចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណ de l'accusé. Donc, à partir d'aujourd'hui, merci. Le président, j'invite Maître Canizares à se lever.
Maripol Kaniza, Mettre la Chambre vous accrédite en tant qu'avocate de la défense pour le présent dossier. Vous jouissez ainsi des mêmes droits et privilèges que l'avocat cambodgien de la défense. Vous pouvez vous rasseoir. Nous allons maintenant reprendre là où nous en étions et nous entendrons cet après-midi un témoin, François Bizot. Je demande à l'huissier d'amener le témoin. Thank you, Mr. President. Les coprocureurs ont la parole. Je voudrais une précision, Monsieur le Président. Est-ce que la Chambre a l'intention d'entendre le témoin et que le témoin sera systématiquement assis aux côtés de l'accusé? Ou ne faut-il pas que les sièges soient arrangés différemment? Je remercie les coprocureurs. Nous avons d'abord suivi la procédure en vertu de laquelle l'accusé doit accepter son avocat étranger. Je demanderai donc maintenant aux gardes de sécurité d'accompagner l'accusé pour qu'il reprenne place à côté de ses avocats. François Bizot, Monsieur Bizot, la procédure veut que la Chambre plutôt vous incite à comparaître pour que vous fassiez une déposition concernant ce que vous savez des faits survenus à M13. Situé à Omleng, dans la province de Kampong Speu. Entre 71 et 75. Et nous aimerions commencer par vous demander de décliner votre nom. Est-ce que vous appelez bien François Bizot? Je m'appelle François Bizot. Quel âge avez-vous? Par l'école française d'Extrême-Orient. Et je peux commencer ma déposition tout de suite, monsieur le juge? Non, excusez-moi. La Chambre doit d'abord vous poser quelques questions pour établir votre identité. Je vais donc vous poser ces quelques questions pour vérification. Quel âge avez-vous? J'ai 69 ans.
Quelle est votre nationalité? Je suis de nationalité française. ខ្ញុំសញ្ជាតិបារាំង លោកមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅឯណា Quel est votre domicile actuel? Actuellement, je réside à Chiang Mai, dans le nord de la ឥឡូវនេះ Thaïlande. ខ្ញុំរស់នៅឈៀងម៉ៃនៅក្នុងប្រទេសថៃខាងជើង លោកប្រកបមុខរបរអ្វីដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃ Quelle est votre profession? Je suis chercheur et enseignant, membre de l'école française d'Extrême-Orient. ហើយជាសាស្ត្រាចារ្យហើយគឺជាជាសមាជិកនៃសាលាបារាំងមួយ យោងតាមរបាយការណ៍របស់កាឡាមជីថាលោកហ្វ្រង់ស៊័រប៊ីโซមិនមានចំណងជាញាតិលោហិតញាតិពន្ធឬក៏សហព័ន្ធជាមួយភាគីក្នុង Il ressort du formulaire présenté par le greffier que vous n'avez pas de lien de parenté avec aucune des parties à la présente procédure. En effet, je n'ai aucun lien de parenté avec les noms, la liste des noms que j'ai pu lire. ទៅនឹងបញ្ជីរាយឈ្មោះដែលខ្ញុំបានទទួលមើលនោះទេ លោកហ្វ្រង់ស៊័រប៊ីโซក្នុងនាមលោកជាសាក្សីអង្គជំរះសូមឲ្យលោក Monsieur Bizot, vous êtes cité à comparaître comme témoin. À ce titre, il convient que vous prêtiez serment avant de déposer. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire? Je suis tout à fait d'accord. បាទខ្ញុំឯកភាពខ្ញុំយល់ព្រម កាឡាមជីសូមកាឡាមជីយកពាក្យសម្បត្តិសាក្សីរូបនេះ Je demande au greffier de donner le texte du serment aux témoins en langue française. Je le dis. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. អ្វីដែលមិនពិតខ្ញុំមិននិយាយហើយខ្ញុំនិយាយតែការពិតអ្វីមិនពិតខ្ញុំនឹងមិននិយាយ លោកហ្វ្រង់ស៊័រប៊ីโซតើលោកពិតជាត្រូវបានកងទ័ពខ្មែរក្រហមចាប់លោកនៅវត្តអូនៅ Monsieur Bizot, est-ce que vous avez été arrêté par des soldats Khmer rouges et interné au camp M13 qui se trouve à Homleng dans la province de Kampong Speu en 1971? C'est exact, monsieur le juge. ត្រឹមត្រូវហើយលោកចៅក្រម លោកហ្វ្រង់ស៊័រប៊ីโซតើលោកអាចនិទានរៀបរាប់អំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងដែលលោកបានឃើញបានដឹងឮនៅមន្ទីរម13ដែលមាន Ce ទី que vous តាំង avez vu au camp M13 qui se trouve dans le lieu déjà mentionné et ce durant votre détention jusqu'à votre libération et votre arrivée à Phnom Penh. Avec plaisir, monsieur le juge. Je souhaiterais néanmoins commencer ma déposition d'une certaine manière par un petit épisode final de ma détention au camp de M13. À la veille de ma libération de M13, le 24 décembre 1971, je fus autorisé par Duit, par l'accusé, à offrir un repas d'adieu à mes congénères, attachés aux tringles l'un contre l'autre. Leur apportant moi-même les récipients de soupe au poulet qui avaient été composés sur la base de l'argent qui m'avait été confisqué au moment de mon arrestation, je me suis donc approché d'eux un à un. Pour ceux qui osèrent parler,
ils me dirent: Veuille, mit barang, sommes comme oi plétieux, camarades français, ne nous oublie pas s'il te plaît. Aujourd'hui, c'est Douit, l'accusé, et c'est lui qui est derrière l'étreinte, si on peut dire. Qu'il me soit permis, en cette circonstance, d'évoquer la mémoire des prisonniers de M13, dont le souvenir ne me quitte plus, et en particulier de mes deux collaborateurs, Eun Hock Lai et Kong Son, qui ont été exécutés dans un autre camp parce qu'ils avaient travaillé avec moi. C'est en leur nom à tous que je veux témoigner aujourd'hui. Cela étant, 3 mois auparavant, j'ai été amené, dans le cadre de mes recherches sur le bouddhisme cambodgien, à aller dans la région d'Udong, ayant été chassé de la conservation d'Angkor et du parc d'Angkor où je résidais et où je travaillais par l'invasion nord-vietnamienne. J'ai poursuivi mon travail de recherche dans la région de Kandal, dans la province de Kandal. Le 10 octobre, je suis parti au nord d'Udong pour aller dans un monastère, Wat O, qui était à proximité du village de Tuol Topi. J'étais venu en voiture, dans la voiture de service de la conservation d'Angkor, ou plutôt de l'école française d'Extrême-Orient, avec ma fille Hélène, qui était âgée de 2 ans, un peu plus de 2 ans, avec 2 collaborateurs, dont j'ai mentionné les noms, et accompagné de 2-3 personnes du village pour me montrer la route du monastère Wat O. Arrivé dans ce monastère, nous avons été reçus par le vénérable supérieur, et je me suis rendu compte que les choses n'allaient pas du tout comme il était pensable que ça se passe, étant donné que le supérieur était très nerveux. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait eu une embuscade, soit qui m'avait été tendue, soit que j'étais tombé malencontreusement sur une patrouille de miliciens. J'ai été aussitôt appréhendé, mes 2 collaborateurs ont été ligotés, les bras dans le dos. Moi, je me suis débattu, j'ai refusé comme ligote, et j'ai été emmené à ma demande bien illusoire, mais j'ai demandé à rencontrer un responsable, et j'ai été emmené au village de Tuol Topi. Nous sommes restés à peu près 2 heures. Au cours de ces 2 heures, j'ai été interrogé par un responsable qui m'a écouté, qui a écouté ce que j'avais à lui dire, et notamment que je venais dans ce monastère pour étudier les rituels du bouddhisme cambodgien. Et à la fin de ce que j'ai pu lui expliquer, il en a déduit que j'étais un agent de la CIA, et il me l'a dit. Mes aisselles ont été fouillées pour y découvrir peut-être un micro, ou je ne sais pas. Et ensuite, mes 2 camarades ont été emmenés de leur côté. Moi-même, j'ai été ligoté et aussitôt emmené sur une piste de campagne sur laquelle j'ai poursuivi mon chemin avec 2 jeunes gardes dont un tenait le fusil.
Nous avons passé la première nuit dans une sorte de sala à proximité d'un village. Et ensuite, le lendemain matin, je suis arrivé dans un village que je n'ai pas identifié, où j'ai retrouvé mes deux compagnons qui étaient eux-mêmes déjà dans une position où leurs jambes étaient bloquées par un knorr en bois, une sorte de système de 2 poutres avec une partie en demi-lune qui permettait de mettre les chevilles. J'ai donc pris place dans la même position à côté d'eux. Quelque temps après, on est venu me chercher. J'ai été jugé par un tribunal qui était composé d'un Khmer Krom, c'était reconnaissable à son accent, et entouré de 2 greffiers qui notaient ce que je disais. Et autour de ce tribunal populaire, il y avait une cinquantaine de villageois qui étaient derrière moi, sur les côtés. Mon interrogateur, qui était accoudé à un bureau sur une estrade, m'a dit qu'il me connaissait et qu'il m'avait déjà vu à Saigon et que les valets de l'impérialisme américain avaient besoin de gens comme moi qui parlaient les langues et le Khmer pour payer, pour apporter l'argent aux combattants à la solde des Américains parce qu'ils n'avaient pas confiance en leurs soldats. J'ai évidemment nié cette accusation qui n'était pas vraisemblable, qui n'avait pas beaucoup de sens. J'ai dit, si c'est le cas, si vous en êtes sûr, alors tuez-moi tout de suite. Ce qui a provoqué les applaudissements des personnes qui se trouvaient derrière nous. Ensuite, vous me permettrez d'abréger un peu parce que le détail, je ne m'en souviens plus très bien, mais la personne qui posait ces questions a dit qu'il y avait donc contradiction entre ce que Lanka savait et ce que moi je venais de répondre, et que par conséquent, je devais être considéré comme quelqu'un qui était dans la position d'un accusé de quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Sur le champ, j'ai été remis dans la position du Knorr à côté de mes 2 compagnons. Un repas nous fut servi. Puis, après avoir entendu des clameurs autour de la maison qui disaient « Qu'attendez-vous pour le déshabiller et pour le tuer ?» Des Khmer rouges sont montés, m'ont détaché, m'ont emmené, m'ont bandé les yeux, et j'ai été conduit pour être exécuté. Je ne saurais jamais s'il s'agissait d'un simulacre d'exécution ou s'il s'agissait d'une exécution qui n'a pas été menée à son terme. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas été exécuté et j'ai été emmené sur un chemin qui devait me conduire le lendemain matin à M13, sans mes compagnons. Il s'avère que Lai et Son m'ont précédé ou sont arrivés peu de temps après moi, dans le même camp. Arrivé sur place, je n'ai pas eu tout de suite une vue d'ensemble du camp, mais j'ai été accueilli par un responsable qui s'est montré immédiatement cynique et agressif et qui a
donc donné les ordres nécessaires pour que ma cheville, une de mes chevilles, soit mise dans un étrier au bout d'une tringle à laquelle se trouvaient déjà une quinzaine ou une dizaine de détenus. Ceux-ci m'ont fait de la place et j'étais évidemment effrayé non seulement par le principe de la tâche, mais aussi par ma situation en bout de tringle. Ayant une ossature assez épaisse, ma cheville n'est pas entrée dans l'étrier et le responsable que j'avais déjà aperçu a donné des indications pour que l'on cherche un étrier qui me convienne. Là-dessus est arrivé un jeune homme. Lorsqu'il est arrivé, je n'ai pas remarqué tout de suite, et j'étais en train de dire, pendant qu'on allait chercher cet étrier qui devait me convenir, que je souhaitais pouvoir me laver dans la rizière, étant donné que ça faisait 2 jours et 2 nuits que nous marchions, que j'avais marché sur une terre glaiseuse qui était lavée par les pluies, et j'étais moi-même plein de boue. Et c'est en insistant sur le fait que je voulais prendre 5 minutes pour aller me laver un peu dans la rivière, que le jeune homme que j'avais entreaperçu m'a dit « Tu vas aller te laver ?» Enfin, je veux dire en khmer. Il s'est avéré que j'ai donc pu tout de suite aller me laver et que j'ai compris que le responsable n'était pas la personne agressive que j'avais rencontrée tout de suite, mais qu'il avait au moins un supérieur qui avait la possibilité de contredire, parce que, ah oui, excusez-moi, monsieur le juge, j'avais oublié de dire que le responsable à qui je m'étais déjà adressé avait refusé totalement que je puisse aller me laver. Je suis donc allé me laver et en revenant, étant donné que le problème de mes étriers n'avait pas été réglé, le jeune homme qui m'avait autorisé à me laver a donné des indications pour que l'on me conduise à un endroit séparé, en dehors des 3 baraques dans lesquelles se trouvaient des prisonniers, peut-être une quarantaine, entre 40 et 50. Et j'ai été donc conduit sous une sorte d'auvent en bambou qui était destiné à recevoir les sacs de riz que les villageois à proximité du camp amenaient toutes les semaines sur une charrette. Le bas-flanc qui était donc construit sous cet auvent était destiné à recevoir les sacs de riz. Et il était, effectivement, l'endroit était occupé par les 3 sacs de riz qui s'y trouvaient déjà. Mon pied a été enchaîné à un des minces piliers de bambou qui soutenaient cet auvent. Et je me souviens que la pluie s'était mise à tomber et que je suis resté un petit bout de temps comme ça, sous la pluie. Le soir est arrivé et un repas me fut servi par un jeune gardien qui est venu en sautant vers moi, entre les flaques d'eau et sous la pluie. Et ça a été ma première nuit dans le camp. Je me suis vite endormi et le lendemain, j'ai fait plus ample connaissance avec donc celui que j'avais déjà perçu comme le responsable du camp, et j'avais obtenu des gardiens de savoir qu'il s'appelait Douy, puisque eux-mêmes parlaient de lui en l'appelant Douy. Assez rapidement,
il a pris la décision de mener lui-même les interrogatoires qui allaient commencer. Et il m'a dit qu'il y avait des charges contre moi qui étaient très graves. Et j'ai eu à écrire ma première déclaration d'innocence. J'ai écrit un certain nombre de déclarations d'innocence sur des feuilles qu'il me fournissait lui-même, avec beaucoup d'émotion, parce que je pensais que ça faisait partie des choses que je laisserais derrière moi et probablement des dernières choses que je pourrais laisser derrière moi. Très vite, l'ambiance du camp apparaissait comme un camp où l'on ne pouvait pas sortir vivant. Les jeunes gardiens dont mon existence quotidienne dépendait à chaque instant, à travers leur puérilité, la puérilité de leur âge et aussi leur côté pervers, parlaient entre eux, et il était assez facile de reconnaître, enfin de savoir, de comprendre de quoi il s'agissait et ce que je devais attendre comme mes congénères. Cela étant, les interrogatoires quotidiens continuèrent entre le responsable et moi. Il avait 27 ans, j'en avais 30, et me posant des questions, toujours avec une certaine amabilité, je dois dire, j'ai été amené moi-même, dans la colère permanente qui m'animait, d'être pris pour ce que je n'étais pas, dans cette injustice qui faisait que j'étais pris pour un espion de la CIA, alors que ces choses-là étaient bien loin de mon esprit. Je suis amené à me rebeller d'une certaine manière en répondant à ces questions et à lui poser des questions en retour. Et ceci a duré des semaines et des semaines. Et il est bien évident qu'à ce rythme-là, une certaine habitude fut prise entre nous qui n'a pas été sans tisser des liens d'une relation régulière. D'où il devait, si je me souviens bien, au moins toutes les semaines rendre compte des rapports. On le voyait écrire très tard le soir, très tôt le matin. Sa réputation était celle d'un travailleur infatigable qui parlait peu, très investi dans ses responsabilités de chef de corps. Les interrogatoires me concernant se sont toujours déroulés de manière polie et je n'ai jamais été battu. Je pense que Dout avait considéré que si j'étais un agent de la CIA ou non, dans tous les cas, la meilleure façon d'obtenir de moi la vérité ne serait probablement pas de me battre, mais d'engager une discussion avec moi. Et le moyen de me percer fut de me poser des questions sur mon travail, sur mon travail à la conservation d'Angkor, sur le bouddhisme cambodgien qu'il connaissait moins bien que moi, et j'étais sollicité par lui de donner le maximum de précision dans un but, me semble-t-il, de vérifier si j'avais effectivement le profil d'un chercheur ou les compétences
auquel je me référais pour prétendre être un chercheur qui travaillait sur l'histoire, sur les inscriptions et sur les manuscrits du bouddhisme cambodgien. J'ai demandé à Duc de pouvoir bénéficier d'un cahier qu'il m'a ramené un jour avec un bic et une lame de rasoir. J'avais très envie de pouvoir me raser. Ce cahier, Monsieur le juge, je l'ai conservé. Je peux peut-être en montrer tout de suite la couverture. មន្ត្រីតុលាការអាចចាត់ចែងផ្សារបញ្ចាំងឯកសារ Je souhaitais seulement montrer cette pièce qui a donc été, m'a été apportée par Duc, que j'ai écrite. C'est ce cahier que j'ai écrit, repris. J'y ai consigné quelques souvenirs d'enfance, j'y ai écrit quelques poèmes. J'ai tenté d'établir une problématique capable d'être persuasive concernant mes recherches sur le bouddhisme, de montrer que j'étais effectivement un chercheur. Et quand plus tard, il s'est avéré que j'allais être libéré, Duc m'a demandé, à qui j'avais demandé si c'était possible que je garde ce cahier avec moi, m'a dit qu'il allait le lire et qu'il en déciderait lui-même. Et il a lu le cahier, je pense avec beaucoup de soin. Il m'a posé quelques questions. Et entre-temps, il l'avait aussi regardé et il me l'a rendu. Mais donc, il est toujours là. Je veux dire d'ailleurs que ce cahier que j'ai donc ramené avec moi, je ne l'ai moi-même jamais relu. Duc revenait, comme je l'ai dit, au moins une fois par semaine, du village ou de l'endroit où il semblait devoir aller. Il était frappant de voir à quel point Duc était en mauvaise santé. Comme la plupart d'entre nous, je n'ose pas dire d'entre nous parce que le hasard a voulu que je ne sois absolument pas malade, au point même que j'en étais gêné, que quand on me posait des questions sur l'état de ma santé, je m'inventais quelques mots de tête pour ne pas créer de jalousie. C'était le mois d'octobre, novembre, décembre. Comme vous le savez, monsieur le juge, c'est le moment du paludisme. Et les ravages du paludisme dans le camp ont fait de nombreux morts. Et ceux qui ne mouraient pas, à cause de cela, étaient dans un grand état de fatigue. Et un jour, Duc m'a dit qu'il partirait le lendemain et qu'il aurait peut-être de bonnes nouvelles
à me communiquer. J'étais donc dans une grande impatience qu'il revienne le lendemain. Et c'est à la suite de ce retour qu'il a été en mesure de me faire savoir que je pourrais retrouver ma famille. Quand j'ai appris cette nouvelle, à laquelle je n'ai pas cru, il faut savoir, monsieur le juge, que rien n'était dit. Le mensonge était l'oxygène que nous respirions et que nous expulsions de notre poitrine. Le mensonge était présent, aussi bien quand on disait à quelqu'un qu'il allait, quand on conduisait quelqu'un à la mort, on ne le lui disait jamais. C'était nié jusqu'au dernier moment. Et que cette promesse de liberté, j'avais bien du mal à la croire, étant donné que, comme je l'avais fait remarquer, je ne pourrais jamais apporter de preuve de ma non-culpabilité et que lui-même n'en aurait jamais sur ma culpabilité. Et ça, j'étais au moins le seul à le croire. Cela étant, l'espoir ne quitte jamais le prisonnier. Et en même temps, j'avais déjà compris que ma vie dépendait, mon existence était entre ses mains, pas seulement la mienne. Donc quand il m'a dit que j'allais être libéré, ça a été une nouvelle que je n'ai pas reçue avec la joie qu'on pourrait escompter, mais ma réponse, mon attitude était de lui dire, alors prouve-le, enlève-moi mes chaînes. Ces chaînes qui étaient si pénibles. Et il a donné les indications sur le champ au jeune gardien comment enlève mes chaînes. Je dis, dans ces conditions, si je suis innocent, si je suis libéré, je suis innocent. Et si je suis innocent, les deux Khmers qui sont avec moi le sont aussi. Alors libère-les. D'autres a donné des indications aux jeunes gardes pour que mes deux compagnons soient détachés. Et je les ai retrouvés donc après 3 mois. Inutile de vous dire l'importance de ce moment de retrouvailles que nous n'avons d'ailleurs pas du tout manifesté, mais on s'est revus, en parlant peu, mais on s'est revus sur le champ. Cela commençait à être pour moi une raison plus forte d'espérer. Pour Lai et pour Son, certainement pas. Eux considéraient que c'était une manière de faire avaler la pilule. Et pas un d'entre eux, pas un de mes co-détenus n'a cru, en me voyant partir, que je serais libéré. Tous ont pensé secrètement que le chemin que j'allais prendre, qu'on allait me faire prendre, était aussi le chemin que mes prédécesseurs avaient suivi. Je devais donc être libéré pour le jour de Noël. Pour une histoire stupide de vélo qui avait été empruntée par un jeune gardien et qui n'avait pas ramené le vélo à temps, ma libération fut reportée au lendemain. Évidemment, ce décalage par rapport au programme prévu m'a mis dans une grande confusion, mais quoi qu'il en soit, c'était le soir de Noël et ce fut l'occasion, puisque j'étais libre, de passer ma première nuit sans chaîne, mais aussi de mieux connaître, ou de connaître, disons, avec un regard différent, ou de voir différemment quelqu'un qui allait aussi avoir une attitude différente avec moi, puisque j'étais
dans une situation presque, non plus intermédiaire même, puisque j'étais en voie de libération. Et autour d'un feu que souvent les gardiens allumaient le soir, parce qu'il faisait froid. Et je dois dire que le froid, à cette période de l'année, dans la forêt des Cardamommes, était particulièrement vif, et les nuits glaciales, et que j'ai bénéficié, au cours des nuits les plus difficiles, d'une bûche que les gardiens m'apportaient pour que le sol sur lequel je dormais soit moins froid. Donc, je me suis approché du feu, où il devait se trouver, j'ai oublié les détails, et ce fut l'occasion de parler. On a parlé plus librement de nos familles. Mais doutes, autant que je le sache, n'en avait pas, en dehors de ses parents. Je veux dire, il n'était pas lui-même chef de famille, il n'avait pas d'enfant à l'époque. Et Doute était aussi attentif à savoir ce qu'était devenue Hélène, ma petite fille qui m'avait accompagné dans la voiture et qui était restée au village à côté, au dernier village à côté du monastère de Wat-O, et qui était restée avec une des jeunes filles qui l'accompagnait, qui nous accompagnait au village à jouer avec les enfants. Mais j'avoue que cette circonstance a été à l'origine de toutes des souffrances constantes que j'ai eu pendant toute ma détention, de ne pas savoir où elle pouvait se trouver et ce qu'elle était devenue. Il a essayé de me rassurer sur ce point. Et j'avais eu, quelques jours auparavant, en deux circonstances, l'occasion de m'interroger sur les moyens dont disposait le camp pour faire parler les prisonniers. Car j'avais compris, toujours sans que, en interprétant des signes et des messages, essentiellement provenant des gardiens, qui m'ont d'ailleurs, en dépit des ordres qu'ils avaient reçus, pratiquement tout dit. J'ai su que nous n'étions pas loin d'Omliang. Ils en parlaient entre eux. J'ai su que les prisonniers étaient frappés. L'autorisation de me laver le premier jour a été reconduite et il fut acquis que je sois en mesure de prendre un bain tous les soirs. Au cours d'une de ces baignades dans une rivière qui ne faisait pas plus de 30 cm de profondeur, mais quoi qu'il en soit, c'était une rivière d'eau claire, j'ai été amené à gravir la berge opposée sur quelques dizaines de mètres et j'ai vu une cabane dans laquelle, ou devant laquelle, j'ai eu assez d'audace dont je me suis approché. J'ai vu qu'il y avait une barre verticale en bambou, assez épais, avec des anneaux en rotin, que j'ai tout de suite interprété comme étant des liens qui étaient destinés à retenir des poignées. Et puis je suis vite reparti, mais j'ai gardé ce souvenir-là. Et un autre souvenir, en revenant de mon bain toujours,
C'était à peu près le seul moyen d'avoir un champ visuel différent de celui auquel j'étais autorisé par la longueur de ma chaîne. Je suis tombé sur un prisonnier, un ancien prisonnier, disons un prisonnier qui était déjà là depuis suffisamment longtemps pour être toujours prisonnier, c'est-à-dire pour partager le sort des autres, mais ne pas être astreint à l'enchaînement, à la tâche permanente. Et il était en train d'affûter une tige de rotin. Et en passant à côté de lui, je lui dis « Hé camarade, qui c'est que tu vas frapper avec cette tige de rotin ?» Et le malheureux m'a regardé en me disant « Mais non, c'est pas moi qui frappe. Tu penses bien que c'est pas moi. » Je n'avais pas du tout l'impression qu'il était justement en train de fabriquer une baguette de rotin ou une verge. Et c'était avec ces deux observations que ce soir de Noël, j'ai demandé à Douy, mais qui c'est qui frappe? Douy n'a pas hésité à me répondre que cela lui arrivait de frapper les prisonniers dans la mesure où il mentait et où les dépositions qu'il faisait étaient contradictoires, que les mensonges l'insupportaient, que ce travail, je ne me souviens pas des termes exacts, mais peut-être ce travail de le faisait vomir, mais que c'était celui de sa responsabilité et que c'était ce que Lanka attendait de lui. Ce travail correspondait à ses fonctions. J'ai été effrayé. Et je pense que cet événement, qui fut un événement pour moi fondamental, est à l'origine d'un long travail qui a eu lieu en moi. Je dois dire, monsieur le juge, que j'étais jusque-là assez rassuré. Je considérais que j'étais du bon côté de l'humanité et qu'il existait des monstres auxquels, Dieu merci, je ne pourrais jamais ressembler, qu'il y avait une différence d'histoire, de sensibilité, qu'il s'agissait d'un état de nature, que tout le monde ne pouvait pas l'être, que certains naissaient comme cela et que d'autres ne le seraient jamais. Je dois dire que la réponse de Douy est ce que j'avais perçu à travers lui au fil des interrogatoires m'ont fait tomber les écailles des yeux. Ce soir de Noël, alors que je m'attendais, quand il m'a dit cela, à découvrir un monstre inhumain, comme nous avons l'habitude de le dire, je me suis rendu compte que c'était infiniment plus tragique et infiniment plus effrayant, que j'avais en face de moi un homme qui ressemblait à beaucoup des amis que j'avais, un marxiste, communiste marxiste, qui était prêt à donner sa vie s'il le fallait pour son pays, pour la révolution en laquelle il croyait, et que le but ultime de son engagement était le bien-être des habitants du Cambodge, une lutte contre l'injustice et même s'il y avait
bien des facilités à travers les clichés qui étaient employés pour décrire le paysan khmer, dont la révolution cambodgienne communiste s'abreuvait. Ce paysan khmer était dépeint sous les traits d'un archétype qui avait été créé de toutes pièces. Mais même s'il y avait une naïveté diabolique dans cet archétype, il y avait une sincérité fondamentale de sa part, comme probablement dans celle de beaucoup de révolutionnaires. Et j'avais moi-même à cette époque à Paris des amis qui étaient parfaitement engagés dans cette révolution communiste et qui regardaient d'ailleurs ce qui se passait au Cambodge avec un œil que je trouvais révoltant, mais qui était aussi justifié à leurs yeux par une fin qui justifie les moyens. Cette fin qui justifie les moyens étant l'indépendance du Cambodge, son droit à l'autodétermination et puis la fin de la misère, enfin les rêves. Mais les Cambodgiens n'ont pas été les premiers dans l'histoire des hommes à tuer pour faire vivre des rêves. J'ai donc vu, pour la première fois, derrière le masque du monstre que j'avais en face de moi, puisque d'une certaine manière, il était chargé, c'était sa fonction, d'interroger. Pour autant que je l'ai compris, monsieur le juge, je n'ai pas tout vu, loin s'en faut, mais voilà ce que j'ai compris et je ne peux déposer qu'en fonction de ce que j'ai compris et des souvenirs que j'en ai. Son travail était donc de dresser des rapports sur les personnes qui lui étaient envoyées pour être exécutées. Et je me suis rendu compte dès lors que le monstre en question avait des caractères humains qui étaient bien dérangeants et bien effrayants, et que dès lors je n'étais plus moi-même à l'abri, et que nous n'étions plus à l'abri, et que le pire serait certainement d'en faire de ces monstres des gens à part. C'était donc beaucoup plus compliqué que cela. Je n'ai pas tout formulé comme cela à l'époque, mais c'est cette rencontre et cette épreuve de laquelle je ne pensais pas sortir vivant, qui a été à l'origine d'une sorte de mijotage à feu doux, et qui, le jour où j'ai appris qu'il était encore vivant, est ressorti, est ressurgi, car j'ai pensé que s'il y avait une chose à dire, c'était que, d'autant plus qu'entre-temps, l'horreur des crimes de Tuxtlan s'ajoutait à la gravité des faits de M13. Et j'ai pensé que donc s'il y avait une chose à dire, c'est que j'avais rencontré ce jeune homme à l'époque où il était un révolutionnaire en herbe, qui avait reçu progressivement au milieu des siens, sous le regard des siens, une mission qui s'en était acquitté d'une manière effrayante, mais avec un grand sérieux, toujours dans un but d'accomplir sa fonction, et que dès lors, il était bon de faire savoir qu'un tel danger n'était pas le fait d'un monstre à part, mais provenait d'un homme qui ressemblait aux autres. Et je me suis rendu compte qu'il fallait aussi distinguer ce que l'homme fait de ce qu'il est. Et je me suis rendu compte aussi que être coupable de ce qu'on a fait ne doit pas intervenir sur ce que l'on est. Je crains avoir aussi compris que la situation dans laquelle il se trouvait ne lui permettait pas de faire marche arrière.
Pas seulement par crainte de mourir, ce qui n'aurait pas manqué, mais simplement parce que sous le regard des autres, par rapport aux engagements qu'on a pris, quand on entre dans le maquis, on est dans un groupe, on est dans une famille, et c'est certainement extrêmement difficile d'en sortir. Le piège s'était refermé sur lui. Et c'est cela, aujourd'hui, qui continue à me faire trembler. Monsieur le juge, j'ai terminé ma déposition. មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់នៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់ខ្ញុំហើយតើតនេះអស់លោកស្រីជាក្រុមតើមានសំណួរអ្វីត្រូវសួរដល់សាក់សីរូបនេះទេបើមានសូមអញ្ជើញ